cette double conférence est issue du mémoire que Louise Cournet est en train d'écrire sur l'autofiction dans le roman Die Sterne verlöschen nicht de Herta Fuchs-Ligeti. En nous appuyant sur l'analyse des espaces belges présentée par notre estimé collègue Hubert Roland, nous réfléchissons au fait que le roman ait été publié en allemand en Roumanie en 1959. C'est l'époque de Georgi Georgiou-Desch, un partisan de Staline, a stabilisé son pouvoir après les insurrections de 1956, révolte des étudiants à Timișoara comprises, réprimée avec le soutien des troupes soviétiques. Les services secrets de sécurité sont de plus alors déjà établis. En raison de l'implication de la population allemande dans le national-socialisme en Roumanie et des déportations en URSS après la chute du régime Antonescu, la situation de la littérature allemande en Roumanie est complexe et mouvementée dans les années 50. De 1949, des revues et des maisons d'édition fondées à Bucarest, en Banat et en Bucovine permettent une vie culturelle allemande relativement libérale en comparaison avec la Pologne ou l'Hongrie. Cependant, il s'agit d'une littérature soumise à la censure et en d'autres termes conforme aux attentes du réalisme socialiste. Après une courte période de libéralisation entre 1953 et l'insurrection de 1956, suivie par la retraite des troupes soviétiques en 1958, les répressions de Georgiou-Desch se tournent contre les intellectuels. C'est le climat dans lequel Herta Fuchs-Ligeti débute comme écrivaine après s'être installée avec son mari à Bucarest. Sans surprise, le roman montre des éléments du réalisme socialiste, comme la supériorité des ouvriers et des fermiers, l'optimisme concernant l'éducation collective ou une certaine représentation tout noir, tout blanc, les héros communistes contre les nazis cruels exécutant les ordres de manière irréfléchie. De plus, le personnage de Hannah, dans le roman, peut être lu comme l'alter ego de l'écrivaine, partageant un destin comparable. Tous les deux nés dans une famille juive d'un quartier ouvrier de Vienne, ils deviennent membres du kommunistische Jugendverband avant de s'enfuir en Belgique, d'où elles sont déportées à Auschwitz-Birkenau. Le cadre étant établi, nous nous posons la question de la manière dont le narrateur traite les personnages et les lieux dans le texte. Louise commence par une analyse du texte à partir de la notion d'autofiction, et moi j'ajouterai le lien avec le concept de l'hétérotopie. Louise, s'il vous plaît. Oui. Alors, tout d'abord, je voulais quand même vous remercier de me laisser participer à la conférence. Et donc, comme ça a été dit, effectivement, dans le cadre de mon mémoire à l'ULB, je souhaite poursuivre la piste de l'écriture autofictive dans des romans tels que celui de Herta Ligeti, Die Sterne verlöschen nicht. Et mon but est vraiment de mettre en évidence les éléments narratologiques qui prouvent qu'on est en présence d'une œuvre constituée d'éléments autobiographiques, mais aussi d'insertions fictives, car celles-ci permettent à l'auteur une certaine liberté. Et au vu du contexte historique dans lequel se déroule ce roman, je pense qu'il est aussi très important de citer l'importance qu'incarne le réalisme socialiste dans ce roman. Et on peut donc se poser la question comment ou quelle empreinte fasciste est laissée sur certaines personnes, et aussi quelle est la solidarité existante entre les groupes révolutionnaires, notamment dans ce roman, les groupes communistes résistant à l'envahisseur.
C'est pour ça que dans un premier temps, je donnerai une brève définition des genres littéraires autofiction et réalisme socialiste, afin d'expliciter dans un second temps les différents éléments fictifs présents dans le récit. Alors, je ne sais pas si on met le PowerPoint ou pas, en fait. Ah oui. Tu essayes, Helga, sinon moi, après c'est moi qui vais. Je ne peux pas. J'ai complètement oublié le PowerPoint. Sinon, je fais sans, c'est pas... Je vais faire sans. Comme ça continue si c'est bon pour tout le monde. Donc, je vais m'appuyer sur certaines théories, notamment sur les théories du théoricien et auteur français Serge Dubrovsky, qui, à l'aide d'une citation que je vais vous lire, défend l'invention du néologisme autofiction. Donc, je cite, il dit « Autobiographie, non. C'est un privilège réservé aux importants de ce monde, au soir de leur vie et dans un beau style. Fiction d'événements et de faits strictement réels, si l'on veut, autofiction, d'avoir confié le langage d'une aventure à l'aventure du langage. » Donc, le but n'est plus vraiment d'écrire, mais bien de retranscrire des souvenirs personnels. Et comme on l'a déjà indiqué tout à l'heure, cette translation est l'élément déclencheur en matière de tromperie parce que l'auteur ne peut pas assurer la véracité de ses dires. Et donc, contrairement à Philippe Lejeune qui parle d'un pacte autobiographique, Serge Dubrovsky joue avec l'imaginaire, les souvenirs et même les fantasmes. Il est donc question d'insérer un aspect plus analytique et poétique que logique dans un récit qui vacille entre l'autobiographie et le roman. En ressort aussi l'importance de la psychanalyse lorsqu'il est question d'autofiction, et plus précisément de la notion du moi. C'est pourquoi, dans son ouvrage L'autofiction, Isabelle Grell met en avant l'importance des théories freudiennes qui prêchent la déconstruction du je. Et il nous faut comprendre que par la psychanalyse, il est possible de faire la construction de sa propre image, mais celle-ci peut être faussée, et je cite, par des impressions surgies dans un demi-éclair de conscience qui se pressent sans s'organiser, se suivent sans se relier. Maintenant, lorsqu'on analyse l'œuvre d'un point de vue du réalisme socialiste, un certain paradoxe se crée, car alors que l'autofiction rime avec la mise en question de la véracité, le genre littéraire créé en 1934 en URSS entend l'exigence d'une représentation correcte et réelle de la vie des travailleurs et du communisme. Il est en quelque sorte question de propager à travers l'art la doctrine idéologique qui est revendiquée par les socialistes. Les deux genres se différencient donc par leur contenu et la fonction. D'une part, l'autofiction a pour but la fonction référentielle de la logique, ce qui stimule le lecteur à une certaine réflexion personnelle. Et d'autre part, le réalisme socialiste a pour fonction de prôner la vie du travailleur, les avantages de cette classe ouvrière et aussi la bonne conduite. Cette opposition et co-occurrence des genres littéraires se retrouve dans le roman Die Sterne verlöschen nicht. Et tout d'abord, c'est par la mention du terme roman dans le péritexte que l'auteur crée une distance volontaire entre le récit et le lecteur. Et c'est un des arguments pourquoi il ne peut pas s'agir d'une autobiographie au sens strict du terme, mais bien d'une autofiction. Ensuite, il y a d'autres éléments qui apportent au texte une dimension autofictive, comme par exemple les noms des personnages qui ne correspondent pas forcément à des êtres ayant existé, comme par exemple la famille Tannenbaum ou la famille Huber, et aussi le fait que le narrateur soit omniscient nous permet à nous, le lecteur, de connaître les pensées de divers personnages, ce qui n'est pas forcément le cas dans une autobiographie où on connaît finalement que la pensée de celui qui écrit. En outre, et toujours selon Serge Dubrovsky,
L'autofiction permet de retracer les événements d'un point de vue post-analytique. Et cet argument permet à l'auteur d'exprimer son avis par rapport à des événements qui se sont passés, comme le fait Hertha Ligeti, en dénonçant par exemple la collaboration de certains Autrichiens avec le parti nazi. Dans le roman, c'est le cas du couple de concierge Siegelbauer, par exemple. Mais l'autofiction permet aussi de pointer, par exemple, les personnes influençables, telles que Martin Franzl, qui faisait partie du Arbeiterverband et qui a fini par se convertir à l'idéologie nazie. Maintenant, par la présence d'exclamations telles que Hoch das rote Wien, am roten 1. Mai, le lecteur est plongé dans un climat socialiste dès le début du récit. Et on retrouve tout au long du roman cette constante qui marque l'empreinte idéologique et l'importance de ce genre et de cette idéologie. Il y a aussi d'autres mentions qui illustrent ceci, comme par exemple la grande solidarité existante entre les combattants communistes clandestins et les organisations de jeunesse communistes. Et dans le roman, ça se traduit par la famille Tannenbaum, qui incarne vraiment le modèle idéologique que revendique ce mouvement. Car hormis le fait qu'ils soient juifs, les parents Bertha et Joseph font tous deux partie d'organisations secrètes de travailleurs et leur fils, Ossi et Kurtl, accordent plus d'importance à l'adhération à une organisation communiste qu'à l'éducation scolaire. Et finalement, il y a aussi beaucoup de références communistes dans le livre, telles que la guerre civile autrichienne de 1934, mais aussi une symbolique évoquée par l'œillet rouge, emblème du mouvement syndical. Et tout ceci est un argument qui souligne l'application des critères esthétiques et idéologiques du réalisme socialiste. Et c'est sur ce que je conclue mon exposé et que je redonne la parole à Frau Professor Mitterbauer. Merci, Louise. Donc, je me tourne vers les logements sociaux, vers les lieux décrits dans le roman. Hertha Fuchs-Ligeti situe des parties importantes de l'action de son roman dans les logements sociaux. Ceux-ci sont décrits comme construits dans un style architectural contemporain, de couleurs claires et pourvus de géraniums florissants sur les balcons. Oui, on voit le fameux Karl-Marx-Hof. Il se démarque ainsi nettement des immeubles locatifs gris des environs, comme on peut le lire sur la première page du roman. En dehors de cette référence fleurie au logement social de la Vienne rouge de l'entre-deux-guerres, on trouve peu de descriptions architecturales dans le texte. Tu peux laisser cette diapo. Donc, en dehors de cette référence fleurie au logement social de la Vienne rouge de l'entre-deux-guerres, on trouve peu de descriptions architecturales dans le texte. Les espaces se construisent plutôt autour de liens sociaux. En effet, les activités des ouvriers conscients qui luttent pour le droit au travail et leur liberté autant que contre les nazis et l'antisémitisme se déroulent sous la direction et la protection de deux matrones, la juive Bertha Tannenbaum et Frau Huber, son prénom. J'ai trouvé pas son prénom au roman. Les deux femmes et leurs familles s'engagent dans les batailles de février 1934 contre l'austrofascisme, puis entrent en résistance après l'Anschluss d'Autriche au Troisième Reich. Ils poursuivent la lutte en Belgique et dans les camps de concentration de Birkenau et Auschwitz. Souvent, les personnages ne parlent pas de leur lutte clandestine,
clandestines à leur famille, afin de ne pas mettre leurs proches en danger. Mais les mères entrevoient toujours. Elles approuvent ces choix et sont fières de leurs enfants. Les femmes s'occupent de leur famille et passent leur temps libre dans la cour, tricotant et bavardant avec d'autres femmes, où qu'elles se trouvent à Vienne, à Bruxelles ou même à Birkenau, où elles se rassemblent le dimanche devant le baraquement. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de grande différence entre les descriptions des logements sociaux de Vienne-Ottakring et de la rue de la Prospérité à Bruxelles-Molenbeek. Les deux endroits se caractérisent par la cohérence sociale entre les ouvriers conscients et les compagnons de combat qui se reconnaissent instinctivement. C'est aussi très prononcé, cette reconnaissance instinctivement. Tel est par exemple le cas lorsque le fils de Bertha Tannenbaum, aussi et Kurtl, fuit l'Allemagne pour la Belgique à l'aide de Johannes Neumayer. Plus que sa combinaison bleue, c'est le comportement joyeux de celui-ci qui permet au Tannenbaum d'établir une relation de confiance. Ils sont flairés immédiatement, l'ouvrier conscient, le partisan en lui. C'est la citation vous trouvez sur le diapo, et c'est aussi, ce sont aussi des bâtiments à Molenbeek. Par ailleurs, il est frappant de constater que l'essentiel du roman est écrit selon la perspective de personnages féminins. C'est la raison pour laquelle les endroits comme la cuisine et la cour sont de grande importance. La cuisine est les lieux de préparation du repas, souvent à partir de denrées alimentaires insuffisantes, pour les enfants et leurs amis communistes, ainsi que l'endroit où l'on attend un fils ou une fille en mission dangereuse ou déjà incarcéré. La cuisine devient un espace créateur de cohésion sociale alors que la cour fonctionne aussi comme lieu de détente. La perspective féminine est également de nature à favoriser les émotions. La responsabilité à l'égard de la société et des compagnons d'armes, le courage, la endurance, l'amour, ainsi que le souci en tant qu'une mère ou qu'une amie résistante. C'est par exemple le cas lors de l'arrestation de Hannah, au moment où elle est en train de remettre une tube de dentifrice contenant une brochure communiste à un soldat de la Wehrmacht, qui s'avère comme indicateur. Vous trouvez la citation en allemand sur le diapo et je vais lire la traduction en français. Hannah pâlit et son cœur battit tellement fort qu'elle fut touchée par une forme de surdité. De nouveau, des pensées complètement différentes et divergentes trouvèrent place dans son cerveau un instant. Le souci de bien-être de sa mère, la peur pour les camarades, le chagrin du mont si beau et le rêve non réalisé. L'épouvante de l'avenir et une lueur de joie à l'idée d'être proche de son ami, de partager son destin. Aucun de ces sentiments ne se refléta dans ses traits du visage. Cet extrait se focalise sur les sentiments, les soucis, la peur, le chagrin, l'épouvante, plutôt que sur les endroits, qui sont très peu décrits.
Pour récapituler, on peut donc constater que les lieux décrits dans le roman de Herta Fuchs-Ligeti sont des lieux qui sont hors de tous les lieux, bien que pourtant ils soient effectivement localisables, comme Michel Foucault a défini les hétérotopies dans sa conférence des espaces autres. Il s'agit des espaces sociaux qui se forment par les liens sociaux plutôt que par une certaine architecture. Décrite selon une perspective féminine, la cohésion entre les humains joue un rôle majeur, de même que le sentiment. Finalement, l'étude des espaces du monde diégétique renforce l'interprétation de Die Sterne verlöschen nicht comme œuvre autofictive appliquant au genre de critères esthétiques et idéologiques propres au réalisme socialiste, ainsi qu'une perspective fortement féminine. Merci beaucoup.